Être créatrice de contenu, c'est un métier hyper... Alors déjà, oui, c'est un métier, hein, premier truc. Mais c'est aussi un métier qui est hyper solitaire, où au final, on n'a pas de collègues, on comprend rien à ce qu'on doit faire, on sait pas comment gagner de l'argent, on est hyper solo. C'est galère, en vrai, par rapport à ce qu'on peut croire. Bref, ça va être le sujet du coup de cet épisode. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que le mois de mai se passe bien pour vous. Je ne sais pas quand sortira cet épisode, mais je crois qu'il sortira après mon anniversaire. Attendez, je regarde mon calendrier en direct. Là, je suis en train d'enregistrer le 30 avril. Donc ouais, il sortira le 15 mai normalement celui-ci. Donc c'est-à-dire que j'ai fêté mon anniversaire le week-end dernier. Voilà. Donc j'aurai 24 ans. Wouhou! Bref, je vous aurais raconté ça sur Insta, je suppose. Mais ce n'est pas du tout le sujet de cet épisode. On va parler un petit peu de création de contenu et de ce que ça implique, ce métier. Parce que, en vrai, je pense que quand on n'est pas dans le métier, on a énormément de préjugés dessus. On peut penser que c'est un métier hyper simple où on va gagner beaucoup d'argent, que tout le monde peut être créateur ou créatrice de contenu, que c'est easy, que c'est tranquille, que tout ce que vous voulez. Et la réalité, bah, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et pour vous en parler, en fait, je vais me baser sur une super expérience que j'ai vécue. En gros, début avril, j'ai été sélectionnée pour le programme Better, qui est un programme de l'agence d'influence Loopin, soutenu par Orange. Et en fait, c'est un programme, c'était la deuxième édition là, qui sélectionne 10 créatrices de contenu sur toute la France, euh, pour les accompagner pendant une semaine avec des cours, des coachings, des infos, etc. Vraiment en immersion totale pendant une semaine pour nous aider à mieux comprendre notre métier au final et surtout à savoir comment en vivre et comment ne pas laisser tomber. Parce que bah, c'est ce qu'elles expliquent, les filles qui ont créé Better, c'est que bah, dans le milieu de la création de contenu, et notamment là je vais plus parler de tout ce qui va être création de contenu éducative, engagée, etc. Et pas forcément du beauty, lifestyle. Je dénigre absolument pas la création de contenu beauty, lifestyle, etc. Mais c'est juste que ça va être un peu plus facile de se faire une place en tant que femme sur ce milieu-là, alors que sur les contenus plus d'éducation, de militantisme, etc., ça va être beaucoup plus difficile de vraiment pouvoir en vivre. Donc c'est pour ça que le programme est ouvert vraiment aux créatrices qui sont engagées. Et c'est vraiment génial parce que justement, bah, elles ont constaté que, il y avait énormément de femmes hyper talentueuses qui se lançaient et tout sur les réseaux et qui en fait laissaient tomber au bout d'un moment parce que elles n'arrivaient pas à en faire leur vie, à gagner leur vie, pardon, par rapport à ça, parce que c'était trop compliqué de se faire une place dans un milieu qui est hyper masculin, notamment je pense à toutes celles qui font de la vulgarisation scientifique, historique, etc. Que c'est beaucoup plus galère pour les femmes de trouver des financements. Enfin bref. Le milieu de la création de contenu, c'est exactement comme partout, hein. Il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de racisme aussi, beaucoup de discrimination en tout genre. Et on le voit bien, les plus gros créateurs de contenu en France, c'est des hommes blancs hétéros. Et tant mieux pour eux, je suis ravie pour eux, mais à côté de ça, on a énormément de créatrices de contenu qui sont méga talentueuses et qui auront jamais leur visibilité ni les mêmes opportunités qu'eux, juste parce que c'est des femmes ou des personnes minorisées ou des personnes racisées, enfin bref, vous comprenez l'idée. Donc voilà. Et en fait, il y a un truc qui est réel dans la création de contenu, c'est que la thématique de l'argent, elle est vraiment compliquée. Elle est compliquée sur plein de points. Elle est compliquée parce que déjà, c'est difficile de gagner de l'argent sur Internet, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait. Des fois, on a des images où on se dit, ouais, en fait, ils sont tous blindés de thunes et c'est hyper facile. Bah non, vraiment, c'est dur. C'est dur de gagner de l'argent et en plus de ça, c'est tabou de gagner de l'argent.
Et en plus de ça, quand on est une meuf, on se pose 15 000 questions à se dire est-ce que je suis légitime à gagner de l'argent? Là où des mecs vont jamais se poser cette question-là et où du coup vont se mettre beaucoup plus tôt à monétiser leur contenu, etc. et à du coup prendre de l'avance. Et en fait, qu'on le veuille ou pas, l'argent c'est le nerf de la guerre, même quand on est anticapitaliste, même quand tout ce que vous voulez, parce que très clairement, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pourrez pas passer plus de temps sur votre contenu parce que bah en fait vous allez devoir travailler à côté. Et donc vous ne pourrez jamais le développer autant qu'un mec qui est à 100% dessus parce que dès le début il a su monétiser son travail et il a su en vivre et du coup bah voilà il va grimper en popularité, il va avoir une plus grosse communauté, il va donc avoir plus d'opportunités, plus d'argent, etc. Et vous allez rester sur le côté. Voilà, donc en fait l'objectif de cet épisode, c'est pas du tout de vous dire l'objectif quand on est créateur ou créatrice de contenu, c'est de gagner un max de thunes, mais c'est juste de vous faire comprendre en fait à quel point l'argent dans ces milieux-là, c'est difficile d'en gagner, c'est difficile de se sentir légitime à en gagner, mais si on n'en gagne pas du tout, bah en fait ça durera pas ce qu'on fait. En fait, on aura juste un- une place éphémère sur Internet, sur les réseaux, et on restera pas. Sauf que c'est dommage parce qu'il y a énormément de créatrices de contenu qui sont méga talentueuses et qui ont des choses hyper positives à apporter, qui font un travail de dingue qui est vraiment d'utilité publique. Et en fait, ces meufs-là, elles vont pas rester sur les plateformes parce qu'elles n'ont pas d'argent et parce qu'elles n'arrivent pas à en générer. Et du coup, c'est vraiment, vraiment dommage. Et d'ailleurs, j'en avais parlé de ce sujet-là. Et c'est pour ça que je vais pas forcément m'étendre sur est-ce qu'on est légitime à gagner de l'argent quand on a du contenu engagé, antiraciste, féministe, etc. Est-ce que c'est mal de se faire de l'argent par rapport à ces sujets-là? J'en ai déjà parlé dans un épisode de mon podcast qui s'appelle, je crois, Gagner de l'argent avec le féminisme ou un truc comme ça, où je vous expose mon point de vue, donc vous pourrez l'écouter si ça vous intéresse, mais très grossièrement, moi je considère que oui, bien sûr qu'on peut gagner de l'argent euh, via les luttes. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite vraiment à écouter mon épisode. Mais grosso modo, pour résumer très vite ma pensée, c'est juste que quand on est créateur ou créatrice de contenu féministe, LGBTQ+, antiraciste, tout ce que vous voulez, on apporte une vraie valeur ajoutée sur Internet, on éduque des gens, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Ça demande énormément de temps, il y a beaucoup de pression, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et si on ne gagne pas d'argent, on ne pourra pas continuer, on arrêtera. Et donc tout le travail qu'on a fait, bah, il ne va pas se poursuivre. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et il faut investir les plateformes avec du contenu éducatif, avec du contenu pédagogique, avec du contenu engagé, militant, etc. Et pour ça, c'est important d'avoir du temps pour créer du contenu. Et bah, sauf que si on est obligé d'avoir un 35 heures à côté, c'est vraiment difficile de pouvoir créer du contenu sur Internet, ou alors on va faire ça tous les week-ends et tous les soirs, et en fait en 2 ans, et encore 2 ans c'est déjà pas mal, on va faire un burn-out militant, on n'en pourra plus, on va laisser tomber, et donc tout notre boulot va tomber à l'eau. Voilà en gros ma pensée. Donc et c'est ce que je répétais à chaque fois aux filles là que j'ai rencontrées à Better, où il y avait notamment des militantes antiracistes et tout ça, et qui avaient du mal avec cette légitimité et tout. Je leur disais, mais vous vous rendez pas compte, votre taf, il est incroyable. Bien sûr que oui, vous devez gagner de l'argent pour pouvoir proposer ce travail-là aux personnes qui vous suivent, en fait. C'est essentiel. Donc voilà, du coup, l'argent, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre et on a eu pas mal d'infos sur le sujet et on a vraiment pu aussi se conseiller entre créatrices de contenu et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que comme je vous le disais au départ, la création de contenu, c'est un métier hyper solitaire. Déjà, on a du mal encore à dire que c'est un métier. C'est encore souvent considéré comme un truc un peu fun qu'on fait à côté de nos vrais métiers, entre guillemets. Mais si, c'est un métier et c'est juste qu'en fait, on est toute seule, vraiment. En plus, c'est hyper compliqué, je trouve, de nouer des liens dans ce milieu-là. Et surtout, quand on n'est pas à Paris, je trouve personnellement que ça joue parce que tous les événements, ils sont à Paris. Les événements d'influence, de marque, etc., tout ça, c'est à Paris. Et du coup, bah, quand on est
en province, je déteste cette expression, mais bon, on va prendre une expression parisienne. Quand on n'habite pas à Paris, ben en fait, on est un peu coupé de ça, mine de rien. Et c'est pas pour rien que la plupart des créatrices de contenu les plus connues, les plus successful, celles qui réussissent le mieux, etc., ben en fait, elles finissent toutes par aller à Paris. Donc voilà. Et moi, par exemple, c'est pas mon choix d'aller à Paris. Je préfère mille fois vivre à Nantes, près de la mer, faire ma petite vie là-bas, avoir un grand appartement, etc. Bref, c'est un autre sujet. Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'aller à Paris. Et donc, du coup, je suis seule. Personne autour de moi. Je n'ai pas de copine créatrice de contenu ou quoi que ce soit. Ce qui d'ailleurs, ça pourrait être un sujet d'épisode, mais ne me dérange pas du tout. Moi, je suis très contente d'avoir un entourage qui n'est pas du tout dans la création de contenu parce que ça me permet de relativiser sur tout un tas de choses et d'avoir des gens qui sont dans des métiers normaux, on va dire. Mais par contre, du coup, mon entourage ne peut pas comprendre forcément les problématiques auxquelles moi je vais être confrontée en tant que créatrice de contenu parce que je pense que mon entourage, même mes amis les plus proches que j'aime de tout mon cœur, etc., ne, ne connaissent pas forcément tous les angles de ce métier, tout ce que ça implique, tout le temps que ça me prend, etc., etc. Et c'est bien normal parce que quand on ne fait pas ce métier, c'est vraiment dur à percevoir tout ça. Donc le fait de pouvoir avoir des collègues pendant une semaine qui te comprennent, qui comprennent tes problématiques, de pouvoir se donner des conseils hyper pertinents, bah franchement c'était vraiment incroyable. J'ai adoré, j'ai rencontré des filles incroyables, vraiment très talentueuses. Je vous mettrai leur compte Insta ou chaîne YouTube en fonction de là où elles sont le plus présentes en description. Et je vous invite vraiment à aller voir leur contenu, c'est ouf. En plus de ça, j'étais en coloc. Parce que vu que j'étais pas sur Paris, le programme nous avait très gentiment financé un Airbnb pendant une semaine. Et j'étais avec deux filles du Sud, Jessica et Manon, qui sont toutes les deux aussi créatrices de contenu. Donc Jessica fait du contenu scientifique sur les petites bêtes. Sur YouTube principalement et sur Insta aussi pas mal et j'adore son taf, c'est incroyable. Moi qui me disais mon Dieu, je pense que ça m'intéresserait pas du tout, bah en fait j'ai commencé à la suivre et j'adore, donc ça c'est la preuve qu'elle est talentueuse. Et Manon qui déjà est une personne incroyable avec une histoire de vie incroyable et qui fait du contenu absolument génial sur l'ethnologie en fait, les sciences humaines, l'anthropologie pardon. J'avais plus le mot, donc l'anthropologie. Et son compte s'appelle Les Ethnochroniques et c'est vraiment du contenu très très qualitatif. J'adore. Donc voilà, encore une fois, je mettrai tout le monde en description, mais déjà ces deux meufs-là, j'ai passé beaucoup de temps avec elles et c'était vraiment génial parce que même après les grosses journées, on parlait pendant des heures et en fait, ça a été tellement enrichissant et on s'est donné tellement de conseils mutuellement que bah, c'était incroyable. Et du coup, moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai retenu de cette semaine très riche et je suis vraiment, mais incroyablement reconnaissante d'avoir eu la chance d'être sélectionnée pour ce programme-là. Euh, et donc, et d'ailleurs, juste, je fais une petite parenthèse parce que je pense à un truc. Et en fait, là, vous voyez, le programme, c'était soutenu par Orange. Et je trouve que c'est un point important aussi qui rejoint les idées de monétisation et tout ça, parce que quand on est créatrice de contenu sur des sujets engagés, on se pose énormément de questions sur l'éthique, sur avec quelle marque on peut travailler, de quelle marque on peut accepter l'argent, etc. Et on sait très bien qu'avec les grands groupes, il y a toujours des grosses problématiques parce que c'est des groupes qui sont pas éthiques, où il y a toujours des scandales, etc., etc. Et moi, je suis la première à dire qu'il faut pas collaborer avec n'importe qui et que c'est important de travailler avec des marques engagées, tout ça. D'ailleurs, je crois que je vous en parle dans le fameux épisode sur gagner de l'argent avec le féminisme. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que des fois, c'est important aussi de peser
les pour et les contre. Et là, en l'occurrence, Orange, du coup, finance cette semaine-là, qui permet à des créatrices de contenu hyper engagées qui sont certainement pas forcément en accord avec les valeurs d'Orange, mais en fait, Orange va donner de son argent et de son temps et de ses locaux aussi, puisqu'on était dans les locaux d'Orange, pour nous permettre de développer nos activités. Et je trouve que c'est quand même des actions qui sont cool et sur lesquelles faut pas cracher non plus. Quand on a l'opportunité d'être aidé par des grosses entreprises, s'il y a vraiment un sens sur le sujet. Et là, en l'occurrence, bah oui, c'est l'argent d'Orange. Orange n'est pas forcément clean, mais là, Orange permet à 10 créatrices de contenu d'apprendre énormément de choses, d'être nourries, logées pendant une semaine et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la création de contenu. Et en plus de ça, pour être totalement transparente, on a tout aussi reçu un contrat avec Orange pour leur réaliser une vidéo pour leur compte Insta. Et en fait, tout ça, c'est hyper important parce que, oui, on peut ne pas toujours être d'accord avec les grands groupes. En attendant, c'est eux qui ont de l'argent. Donc, s'ils veulent donner de leur argent pour des choses cool, eh ben, let's go, en fait. Il y avait eu exactement ce débat-là aussi. Vous avez vu en, alors, c'était quand? En mars, j'ai fait une collaboration avec la fondation Stand Up de L'Oréal. Et c'est quelque chose qui m'a été questionné aussi. Les gens m'ont demandé, bah oui, mais L'Oréal, c'est pas du tout clean, faut pas faire la promotion de L'Oréal, etc. Et en fait, ce que je leur ai expliqué, c'est que je n'ai pas du tout fait la promotion de L'Oréal ni de leurs produits, parce que là, effectivement, ça n'aurait aucun sens pour mon compte. Par contre, en fait, j'ai fait la promotion de la formation qu'ils financent, la formation stand-up contre le harcèlement de rue, qui est validée par des assos féministes, etc. Et qui, en fait, sans L'Oréal, n'existerait pas parce que L'Oréal a beaucoup de thunes et donne de la thune pour la cause. Donc oui, c'est pas assez, il y a plein de choses qui pourraient être faites, mais en attendant, ils le font. Et en attendant, ils m'ont payé aussi pour faire une vidéo pour parler de la formation stand-up. Donc bien sûr, faut pas se leurrer, bien sûr, faut être toujours éveillé par rapport à tout ça et bien savoir que c'est aussi pour leur image à eux, pour se donner une image plus engagée, plus féministe, etc., etc. Mais en fait, tant que dans les faits, ils donnent vraiment de l'argent pour aider là notamment à former contre le harcèlement de rue et que c'est pas que du blabla et qu'ils financent des contenus féministes, etc., qui ne pourraient pas voir le jour sans leur argent parce que encore une fois, l'argent, on peut dire tout ce qu'on veut dessus, mais si on n'en a pas, c'est très compliqué pour faire tout un tas de choses. Et ok en fait. Enfin, personnellement, je pense que c'est important aussi mais après c'est mon avis et chaque créatrice de contenu est libre de mettre ses limites par rapport à ça et tout ça. Mais personnellement, je n'ai pas culpabilisé de recevoir de l'argent de L'Oréal pour promouvoir la formation stand-up, pardon, que je promouvais déjà gratuitement à chaque fois que je fais des interventions, qui est une formation pour laquelle j'ai beaucoup de respect et que j'ai moi-même faite et que je trouve vraiment très bien, du coup, ça avait du sens. Même si c'est L'Oréal et que par ailleurs, je ne consomme pas de produits L'Oréal et que je ne soutiens pas particulièrement cette marque. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et où là, c'est pareil. Orange, c'est pas une marque que j'admire ou que je porte dans mon cœur ou avec laquelle j'ai forcément envie de m'afficher. En attendant, là, ils m'ont permis de vivre une super expérience et de pouvoir recevoir des très bons conseils, plus un peu d'argent aussi. Et ça, encore une fois, c'est important parce qu'on ne paye pas son loyer avec des likes Instagram. Merci à eux, en fait. Voilà, c'est juste important d'être toujours critique et de toujours garder son esprit critique, mais de savoir aussi accepter les opportunités quand elles viennent et que on peut euh, comment dire, trouver un équilibre entre ses valeurs et ses convictions et la réalité du terrain qui est en fait, j'ai besoin d'argent pour vivre et j'ai besoin de compétences et j'ai besoin d'apprendre et enfin voilà. Donc petite parenthèse là-dessus qui est quand même une longue parenthèse. Et je pense qu'il y aurait encore énormément de choses à dire, mais pour être totalement honnête avec vous, là en ce moment, je suis en train de préparer
un projet pendant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques où moi je veux vraiment mettre en valeur le sport féminin. Et c'est un projet qui va me demander beaucoup d'argent parce que je vais faire des vidéos. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, faire des vidéos, ça coûte très cher. Je peux pas toujours tout financer de ma poche et de mon temps. Il me faut vraiment de l'argent rien que pour couvrir les frais de vidéo, de montage, de déplacement. Enfin voilà, je vais pas sortir l'argent magiquement de ma poche. Donc je suis en train de rechercher des sponsors avec mon agente. Et c'est galère parce que bah, les marques qui ont de l'argent, c'est des grosses marques avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais en même temps, si elles peuvent permettre de financer des contenus qui, eux, ont vraiment un impact et qui sont vraiment engagés et qui ne font pas qu'à moitié, bah, où est-ce qu'on met le curseur, vous voyez? Donc ça, c'est des questions qui sont difficiles en tant que créatrice de contenu engagé, qui valent le coup d'être posées, je pense, et sur lesquelles, bien sûr, on sera jamais toutes d'accord, et c'est bien normal, et chacun a le droit d'avoir ses opinions. Mais personnellement, je cracherai jamais sur une créatrice de contenu engagée qui fait une collab avec une marque pas forcément méga clean. Mais en fait, si c'est pour financer un projet vraiment important et pas juste, bon voilà, pour faire une story vite fait, mais que vraiment c'est pour un projet important, bah, du coup, je pense qu'il faut savoir peser les pour et les contre. Bref, bon, ça c'est mon avis et on en a beaucoup discuté aussi avec les filles de Better et on est globalement d'accord sur le sujet, donc je trouve ça assez intéressant justement de savoir bah, ce qu'on pense en tant que créatrice de contenu, parce que des fois, d'un œil extérieur, on peut se dire non, mais si elles font ça, c'est des vendus, elles s'adaptent au système, elles se plient au système, etc. Et en fait, bah, quand on voit la réalité des choses, c'est que bah, c'est des personnes qui ont besoin de se nourrir et de payer leur loyer, et qui, si elles veulent réaliser des projets cool, doivent aussi prendre l'argent là où il est. Voilà, bon, bref. Je me suis un peu étalée là-dessus, mais c'est juste pour que vous puissiez aussi y réfléchir parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est crucial dans la création de contenu engagé et sur lequel il faut vraiment se questionner et chacun et chacune mettre ses curseurs, ses valeurs, etc. Bref, en tout cas, pour vous dire un petit peu ce que j'ai retenu de cette semaine très riche, c'est que il fallait que je travaille un peu mieux mon personal branding. Donc c'est-à-dire ce qui va m'identifier moi en tant que personne, parce que le sujet c'est que moi je fais du contenu d'actualité. Et du coup quand on va sur mon compte, à chaque fois les gens me disent mais on ne sait pas si tu es toute seule ou si c'est un collectif, on ne sait pas si tu vas un peu raconter ta vie perso ou si c'est que de l'actu. Enfin voilà, c'est un peu flou. Et en réalité moi ça a toujours été un mélange de tout ça, et du coup il faudrait que ça transparaisse un peu plus. Donc là je travaille à partager des contenus un peu plus perso aussi justement, où je vais vous raconter des trucs que j'ai fait et tout ça. Et l'objectif c'est pas du tout que ça prenne le dessus évidemment par rapport à l'actualité, mais je me dis qu'une fois par semaine je peux publier un petit contenu comme ça, plus bah, sur moi, sur ce que j'ai fait, un truc intéressant que j'ai fait dans la semaine ou juste que j'ai envie de vous partager. Et comme ça permet de garder un peu un lien aussi avec ma communauté. Qu'il fallait que je mette mieux en avant mon podcast aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend quand même du temps et que je valorise mal. Donc voilà, il faut que je trouve des solutions pour mieux le faire. Et je sais que vous n'êtes pas énormément à écouter mon podcast, mais si vous l'écoutez, c'est que vous aimez quand même bien mon travail et du coup, bah, merci pour ça. Et il faudrait que je le mette mieux en avant. Il y a aussi les questions de protection au niveau juridique, ça c'était très intéressant. Il y a tellement de choses à penser, à gérer, et c'est pas simple. Et je vais pas tout pouvoir mettre en place maintenant parce que ça coûte de l'argent, le juridique. Toujours le même problème, hein, on y revient toujours. Mais ça a quand même permis de réfléchir sur certains trucs et de me dire, ok, il y a peut-être des priorités qu'il faut que je mette en place, etc. Euh, le côté info sur TikTok aussi, très intéressant, sur le fait que sur TikTok, il faut faire des contenus qui sont vraiment authentiques et simples. Pas forcément miser sur des choses qui vont être très montées, très quali comme on peut faire sur Insta. Il faut des trucs beaucoup plus spontanés. Donc voilà, je réfléchis aussi par rapport à ça.
Ça va un peu avec la notion de personal branding, mais il faut que je travaille le contenu un peu plus de fond sur mon compte. C'est-à-dire que en gros, j'ai appris un truc là que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors je vais vous expliquer ça. En gros, c'est que sur un compte Instagram, admettons, ou même un compte YouTube ou quoi, enfin bref, mais plutôt un compte Insta, il y a trois types de contenu. Le contenu hygiène, c'est-à-dire ce à quoi on s'attend en tombant sur le compte de la personne, donc des éléments qui nous donnent des infos sur qui est le créateur ou la créatrice. Ensuite, du contenu hub, donc du contenu qui va vraiment, c'est le contenu qui va le mieux marcher sur le compte, qui va faire que le compte va être découvert, qui va être suivi, apprécié, etc. Et enfin, le contenu héros, où là, c'est un peu du contenu différent, qui va être ponctuel et qui va amener des choses voilà, sur un certain laps de temps. Et donc, pour vous donner un exemple, moi, mon contenu hub, le contenu qui fait que vraiment les gens aiment me suivre, c'est mon contenu d'actualité. Le contenu héros, ça va être, par exemple, quand je fais mon calendrier de l'Avent, là, avec une vidéo par jour pour présenter une femme, etc. Ça, c'est du contenu héros. Et en fait, moi, ce qui me manque, c'est justement le contenu hygiène, le contenu qui va permettre aux personnes qui me suivent de comprendre qui je suis, quelle est mon histoire, quelles sont mes problématiques. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez un peu. Donc, par exemple, pouvoir faire du contenu sur les violences conjugales, sur le SOPK, sur le sport, enfin bref, tous ces trucs-là qui sont dans ma vie ou qui l'ont été et qui font qui je suis. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, ça peut vous intéresser aussi. Euh, Demander des droits d'auteur à la SCAM. J'ai pas encore fait la démarche, il faut que je le fasse. Mais en gros, à partir du moment où vous créez du contenu, des vidéos sur les réseaux sociaux, vous créez des œuvres et donc vous êtes éligible à réclamer des droits d'auteur sur vos œuvres. C'est pas énorme, mais quand même, c'est un petit peu d'argent que vous pouvez avoir en plus. Donc voilà, il faut faire la demande, il faut se renseigner et du coup, il faut que je le fasse. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris plus d'infos sur la gestion de l'entreprise, création de société et tout ça. Je pourrais faire des vidéos, enfin des podcasts sur le sujet si ça vous intéresse, mais je sais pas à quel point ça peut vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Euh, et on a beaucoup parlé aussi bah, du coup du sponsoring, de trouver des entreprises, des marques engagées qui peuvent nous financer, de pas se sous-vendre. Parce que bah, faut être conscient de la valeur qu'on apporte à la marque quand on parle d'elle et que du coup bah, cette valeur elle a un prix et que si on fait ça gratuitement ou qu'on sous-vend nos tarifs, en fait on dévalue tout le métier parce que du coup bah, la marque si elle se dit ok bah cette créatrice de contenu pour 60 000 abonnés, elle me fait ma story à 200 euros et l'autre, en fait, elle m'en demande 600. Bah, en fait, non. Du coup, s'il y en a une qui accepte à 200, bah, mon prix maintenant, ce sera 200 euros et je ne paierai pas plus de 200 euros. Donc, c'est vraiment important de se renseigner sur le milieu, de demander aux autres créatrices de contenu quel prix elles demandent, etc., etc. Je sais que ça peut être tabou, mais si vous êtes créatrice de contenu et que vous écoutez cet épisode et que vous avez des questions, mais vraiment envoyez-moi des messages, demandez-moi. Moi, j'ai aucun problème, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Donc, si vous vous posez des questions sur les tarifs, sur tout, mais demandez-moi et je vous réponds avec grand plaisir. Vraiment, faut pas voir ça, la création de contenu, c'est pas un truc égoïste qu'on fait dans son coin. Faut vraiment se soutenir les unes les autres et faut se donner des conseils, se donner des tips et se donner les contacts des marques avec qui on travaille et tout pour se soutenir tout ensemble, quoi. C'est trop important. Voilà, bon bref, ça va faire 30 minutes que je blablate, donc j'espère que ça vous a intéressé un peu d'en savoir un petit peu plus sur bah, les dessous de la création de contenu et notamment bah, sur ce programme que j'ai fait qui était vraiment génial. Si vous êtes une créatrice de contenu à impact, on va dire, et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre leur compte Insta Better. Donc c'est Bet, Bether. Parce que bah, je pense qu'ils feront peut-être une édition l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Et bah, si c'est le cas, vous pourrez postuler.
En tout cas, moi, j'ai vraiment vécu une expérience incroyable et je me sens hyper reconnaissante d'avoir pu vivre ça, vraiment. Je suis très chanceuse, pardon. Et ça m'a vraiment boosté dans mon envie de continuer à créer, de continuer à rassembler des personnes autour de mon compte, de mon travail, de la mission que je porte. Et ça m'a aussi rassurée sur ma légitimité à demander de l'argent pour ce que je fais, parce que ce que je fais est qualitatif. Et le fait de conseiller aussi d'autres créatrices de contenu qui n'étaient pas forcément rendues à ce niveau-là, on va dire, de confiance en leur travail et en leurs aptitudes, ça m'a aussi vraiment motivée dans le sens où je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on se soutienne les unes les autres, qu'on se serre les coudes et qu'on se conseille, qu'on se donne nos tips et qu'on dise aux filles de d'oser faire les choses, d'oser demander de l'argent pour leur travail, d'oser voilà, trouver des financements et tout ça, parce que sinon, comme je vous le disais au début, elles vont arrêter et on va perdre des personnes vraiment importantes et vraiment essentielles pour apporter des choses utiles sur les plateformes. Voilà, je terminerai là-dessus. Donc, s'il y a des créatrices de contenu qui me suivent et que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et n'hésitez pas à me relancer si je ne vous réponds pas parce que c'est une catastrophe sur ma gestion des messages. Je ne m'en sors pas. Donc, voilà, harcelez-moi vraiment sur le sujet. Vous pouvez y aller. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message si vous avez aimé l'épisode. D'ailleurs, je pense jamais à le dire, mais si vous pouvez mettre un petit avis au podcast, ce serait incroyable. C'est vraiment, ou même juste le noter, lui mettre 5 étoiles évidemment. C'est hyper important pour le référencement et tout ça. Moi, j'ai un petit podcast, mais si on peut le faire grandir un petit peu, bah écoutez, why not? Donc voilà, n'hésitez pas, ce serait trop sympa. Et puis dans tous les cas, bah, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye! I think I'm gonna be